Le Sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Tout est prêt, mon cher Olivier. Je suis ravi de t'accueillir. Donc, j'ai eu beaucoup d'échanges avec Olivier avant même ce sommet, déjà, il y a plus d'1 an, en prévision de ce sommet qui finalement n'avait pas eu lieu il y a 1 an et demi, puis qui s'est déroulé maintenant. On a eu divers échanges et je suis ravi d'accueillir Olivier. C'est une des premières personnes à laquelle j'ai pensé quand j'ai imaginé le sommet. Je me suis dit, ce serait superbe d'avoir des gens qui ne sont pas du monde de l'éducation, qu'on n'entend pas habituellement sur des sommets d'éducation, mais qui ont une grande expérience et plein de choses à partager dans le monde de l'éducation. Et du coup, il était ravi de pouvoir partager de par son enthousiasme et sa passion pour l'éducation également, ce dont j'étais sûr d'ailleurs. Oui. Parce qu'on ne peut pas enseigner aux adultes sans être passionné aussi par l'éducation, c'est pas possible. Ouais. Il me semble. Surtout quand il y a cette passion de la pédagogie et de la transmission. Et donc, je ne sais pas si c'est vraiment utile de présenter Olivier s'il y en a qui ne le connaissent pas bien, peut-être en anglais. Olivier a traduit des centaines de livres d'auteurs très connus, Dan Millman, Byron Katie et surtout Don Miguel Ruiz. Qu'il a eu l'occasion de rencontrer, je pense que tu en as rencontré aussi beaucoup d'autres, mais tu as eu une expérience très particulière avec Don Miguel Ruiz, qui l'a lancé sur un nouveau chemin, un chemin extraordinaire qu'il met en œuvre depuis des années par rapport au pardon, et de façon à guérir toutes ces vieilles choses qui encombrent, qui ne permettent pas, quand elles sont encore là, d'être dans notre pleine expression. Et donc, pleine expression, quand c'est le mot juste, parce que Olivier va nous partager l'éducation intégrale, l'éducation qui intègre à la fois le corps,
le mental, les émotions et la spiritualité, la connaissance, le rapport à la vie. Et merci Olivier, je te laisse la parole, tu as 1h25 devant toi, tu fais ce que tu veux avec ce temps. Moi, je suis là pour voir les questions s'il y en a, ou voilà, répondre s'il y a des choses particulières. Écoute, merci Abel. Et puis, quand même, je voulais le signaler, mais je trouvais que c'était un joli clin d'œil de me retrouver dans ce sommet où figure aussi Dan Millman, justement. C'est quand même l'une de mes toutes premières traductions. Je devais avoir genre 22 ou 23 ans quand j'ai traduit le Guerrier pacifique, ouvrage qui est devenu un classique, un livre de référence dont on a même fait un film par la suite. Donc, c'est chouette voilà, pour la symbolique, c'est sympa de se retrouver dans ce congrès et de voir que Dan Millman en fait partie également. C'est magique. Je savais déjà pas cette histoire quand il est devenu. Je l'avais contacté d'un côté, puis ça n'avait pas fonctionné, puis finalement, par un autre biais, comme souvent c'est arrivé dans ce sommet, les gens auxquels j'avais pensé sont arrivés alors que moi j'avais essayé, ça marchait pas. C'est assez magique. Oui, carrément. Alors, écoute, je vais me lancer. Tu as besoin de partager des choses? Pardon? Tu as besoin de partager l'écran? Non, je n'ai pas besoin de partager l'écran, non. D'accord. Déjà, pour commencer, j'aimerais te remercier de t'être lancé dans cette courageuse aventure. En plus, tu n'as pas fait dans la demi-mesure parce que réunir 55 intervenants, c'est quelque chose. J'ai suffisamment organisé d'événements dans ma vie pour savoir le travail considérable que ça représente et voilà, et de faire ça. Quelqu'un dit pas de son d'Olivier pour moi. Pourtant, mon micro, en tout cas, il fonctionne bien. Parce que Catherine, tu dois te mettre sur le canal français. Ah oui, je pourrais faire la conférence en anglais, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens. Si tu te mets sur le canal français, dans le bouton d'interprétation en bas de Zoom, tu vas entendre Olivier. Si vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas sur le bon canal. Si vous entendez parler anglais, c'est que vous êtes sur le canal anglais. Voilà, ça marche, on entend bien. Merveilleux. Alors, écoute, ça me fait très plaisir de pouvoir intervenir dans ce cadre-là parce que je dis souvent qu'en fait, les gens me connaissent à travers tous les livres que j'ai écrits qui concernent le développement personnel et la spiritualité, avec aussi quand même depuis 4 ans, depuis 2018 maintenant, des livres pour enfants. J'en ai sorti 4, j'en ai un 5e en préparation. Mais je dis souvent que finalement, le sujet qui me passionne avant tout, si je devais le résumer à un seul mot, ça serait éducation. Parce que l'enjeu pour moi est là et que l'éducation, c'est l'éducation des enfants, bien sûr, mais c'est sa propre éducation qu'il faut poursuivre sans cesse, c'est l'éducation des adultes et que finalement, tout revient à ça parce que les problématiques auxquelles nous sommes confrontés à l'échelle personnelle, à l'échelle collective, à l'échelle mondiale, sont très souvent liées, si on remonte à leur cause première, à des carences éducatives. Alors après, évidemment, comme le montre le thème de ton sommet, Abel, la question c'est qu'est-ce qu'on entend par éducation? Et en fait, l'éducation, on la conçoit d'une manière qui est finalement toujours le reflet de l'idée qu'on se fait de l'être humain. C'est-à-dire que derrière la manière particulière d'envisager l'éducation dans un pays, il y a une vision. Il y a une vision de la vie, il y a une vision de l'être humain, il y a une vision de pourquoi on est là, une vision de la société et des citoyens et citoyennes qu'on sera demain. Et si je prends le cas particulier de la France, mais je pense que ce que je vais dire là vaut aussi pour de nombreux autres pays aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans une culture qui n'a plus, en tout cas de manière officielle, de dimension spirituelle. Donc, l'éducation que nous recevons à l'école est en partie le reflet de cette carence-là. On a une éducation, on a un modèle éducatif aujourd'hui qui est essentiellement centré sur une de nos 4 dimensions, qui est la dimension intellectuelle mentale. Donc, on est gavé littéralement de savoir pendant toutes les années que nous passons sur les bancs de l'école, oubliant au passage la recommandation que faisait Montaigne il y a fort longtemps, quand il disait « les enfants ne sont pas des vases qu'on remplit, mais des feux qu'on allume ».
Malheureusement, aujourd'hui, l'éducation telle qu'elle est conçue reste encore un remplissage de vases plus que le fait d'allumer un feu qui puisse ensuite grandir et se développer. Donc, il y a quelque chose qui a pas encore été intégré à ce niveau-là. Donc, l'école aujourd'hui, conformément à cette vision prédominante, c'est le mental, l'intellect, le savoir intellectuel. C'est 2 heures d'éducation physique par semaine. Puis, c'est une carence totale dans tout ce qui est émotionnel et relationnel, même si ici et là, il y a de petites touches qui commencent à évoluer. Quant au spirituel, n'en parlons évidemment même pas. Donc, ce que j'ai envie d'apporter aujourd'hui, c'est une vision différente et qui est construite, une vision différente de l'être humain et qui débouche évidemment sur une vision différente de l'éducation, c'est-à-dire une vision qui essaie de nous voir dans notre globalité et puis d'amener un équilibre par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, on fabrique des personnes déséquilibrées, c'est-à-dire avec un mental hypertrophié, mais de graves carences affectives et relationnelles, une méconnaissance assez hallucinante finalement de tout ce qui est expérientiel, c'est-à-dire tout ce qu'on apprend par le corps, par soi-même, par le vécu, pas avec la tête, mais de tout son être. Donc pour moi, l'éducation, elle devrait viser à faire de nous des êtres complets, des êtres équilibrés, des êtres qui développent donc leurs 4 dimensions. C'est ça pour moi une éducation intégrale. Alors peut-être qu'il faut s'arrêter 2 secondes sur ce terme, parce que moi je suis un grand fan des travaux de Ken Wilber par exemple, qui a une approche intégrale qui est tout à fait passionnante. En discutant avec toi, Abel, tu m'as dit que ce terme d'éducation intégrale était aussi utilisé dans d'autres écoles, d'autres registres. Pour moi, intégrale, ça veut simplement dire qui intègre, qui réunit tout, toute l'entièreté de l'être humain, c'est-à-dire nos 4 dimensions qui sont le plan physique, le corps, le cœur, la dimension affective, émotionnelle, relationnelle, on pourrait ajouter, le mental, la dimension intellectuelle, et puis évidemment la dimension spirituelle elle-même. 4 dimensions que j'aime bien d'ailleurs relier, je l'ai fait dans plusieurs de mes livres, aux 4 éléments. Le corps, c'est notre terre, c'est la partie la plus solide de notre être. Le cœur, c'est l'eau, la dimension affective, l'eau de l'amour, l'eau des sentiments, etc. Le mental, c'est la dimension aérienne, et puis le spirituel, c'est le feu. Donc pour moi, dans l'idéal, une éducation véritable devrait être une éducation qui va nous donner des billes, nous donner des éléments sur ces 4 dimensions. Alors, ce que je me proposais de faire, c'était de les prendre à une, déjà, pour commencer. Voilà. Donc, la première dimension, c'est le corps. C'est le corps, et le corps, pour moi, est un grand absent, finalement, de notre éducation, qui est capable de nous faire passer des heures par jour assis à un bureau, ce qui est déjà une torture en soi pour énormément de gens, même les plus intellos parmi nous auraient besoin de bouger davantage. Une éducation intégrale attacherait déjà beaucoup d'importance à la santé. Des fois, je plaisante ou je dis de manière un peu crue que l'école fait de nous des idiots savants, c'est-à-dire que nous avons des connaissances absolument vertigineuses sur tout, à l'extérieur de nous, mais la plupart d'entre nous sortons de l'école en ayant une méconnaissance de la santé qui est absolument effarante quand on pense que sans la santé, tout le reste est inutile. Donc, une éducation intégrale nous apprendrait les bases de la santé, les bases de l'éducation de santé, les bases de la prévention. Et la prévention, ce n'est pas ce que c'est malheureusement devenu aujourd'hui en Occident, c'est-à-dire la détection précoce des maladies. Non, la prévention, c'est une éducation, c'est-à-dire comment manger, comment respirer, comment bouger, comment connaître ce corps qui est quelque chose d'absolument extraordinaire que nous avons tous et comment s'en occuper pour qu'il reste dans la meilleure santé possible. Si on prend simplement l'alimentation, il suffit de voir comment se nourrissent énormément de gens autour de nous, et en particulier les jeunes, les enfants ou les ados, pour se dire mais les bases même de l'éducation de santé ne sont pas données. C'est-à-dire qu'on a appris des tas de choses sur l'histoire, sur la géographie, sur les maths, et on ne sait pas comment manger sainement. Alors, manger sainement, ça veut dire quoi? Déjà, pour moi, un élément très important de l'éducation, c'est de respecter le fait que nous sommes des individus, que nous sommes des gens différents
les uns des autres. Donc, ça veut dire que ce qui est valable pour moi, à titre individuel, va pas être forcément valable pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a des bases qui peuvent être données, mais qui ont besoin d'être adaptées individuellement à chacun. Alors, juste une seconde, Abel a disparu et là, je suis très, très frustré. Voilà. Parce que si j'ai personne en face de moi, j'ai l'impression de parler dans le vide. Donc, de t'avoir en face de moi, Abel, à défaut d'avoir d'autres webcams activées, ça me fait du bien. Voilà. Sinon, j'ai l'impression d'être un peu autiste et de parler tout seul dans mon coin. Donc, l'alimentation, moi, j'ai le souvenir quand, à 20 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, j'ai remis en question la manière dont on m'avait appris à manger. J'ai été expérimenté, j'ai lu plein de livres, mais lire, ça va pas me dire comment tel régime va agir sur moi. Donc, j'ai passé 3 ans à expérimenter les combinaisons alimentaires de Shelton. On sépare pratiquement toutes les catégories d'aliments. Le régime Kousmine. Alors, le docteur S. Kousmine, c'était l'inverse. On mettait tout ensemble. La crème Boudwig, c'est pratiquement tout ce qu'il faut dans un seul plat. Je suis devenu végétarien, mais j'ai même expérimenté le fait de manger que des fruits, devenir frugivore, devenir crudivore. J'avais besoin de savoir comment ce qu'il y avait dans les livres agissait sur moi. Voilà, sur mon corps, et pas mon corps de manière absolue, mon corps à 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 60. On réagit pas de la même manière à différents moments de la vie parce que on avance, on bouge, on se transforme. Et une des carences éducatives fondamentales pour nous, c'est qu'on nous apprend pas à écouter finalement ce qui nous sommes. On nous apprend à dormir à l'heure où les parents disent de dormir, à manger à l'heure des repas. On nous apprend toujours à faire les choses en fonction de référents extérieurs. Mais on ne nous apprend pas à les faire en fonction de notre ressenti qui nous dit là j'ai faim, là j'ai pas faim, là tel aliment me convient, là il ne me convient pas, etc. Donc une éducation de santé, ça serait nous réapprendre cette souveraineté intérieure qui est d'être à l'écoute finalement de ce qui nous convient à tel moment et à tel âge. Donc la santé devrait jouer un rôle majeur, primordial dans notre éducation, pour que très tôt, les uns et les autres soient capables de vivre une vie saine. Je suis toujours choqué quand on parle des coûts de la santé. Non, la réalité, ce sont les coûts de la maladie. Le ministère de la Santé, c'est le ministère de la maladie. Et de voir les sommes astronomiques qui sont aujourd'hui dépensées pour maintenir les gens en santé, je trouve ça inquiétant. C'est pas bon signe qu'une société doive dépenser autant. Ça veut dire que toute l'éducation de base et la prévention n'a pas été faite. Victor Hugo, avec cette formule que j'aimais beaucoup, il disait « L'argent qu'on économise sur l'éducation, on le reverse dans les prisons ». C'est magnifique. C'est de dire si au départ, on n'a pas donné aux gens tout ce dont ils ont besoin, il ne faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, ils se comportent d'une façon qui soit inadéquate et que ça se termine en prison et que ça coûte très cher à la société. De la même façon, l'argent qu'on ne dépense pas en éducation de santé, en prévention véritable, eh bien, on va le dépenser 10 fois, 100 fois en frais de santé, en frais de maladie, en coûts de maladie, d'assurance, etc. derrière. Donc, vraiment, je peux pas insister assez là-dessus. Et je fais un petit clin d'œil au passage à quelqu'un qui a joué un rôle très important dans ma vie. J'ai eu la chance de le rencontrer, j'avais 21 ans. Le docteur Christian Schaller, qui avait créé à Genève en 77, avec beaucoup d'avance sur l'époque, cette fondation qui s'occupait de pédagogie de la santé. Voilà. Pédagogie de la santé, c'est-à-dire enseigner aux gens comment s'occuper eux-mêmes de leur santé, avec une maison d'édition, avec des cours, avec des formations, avec un restaurant d'entreprise qui était un resto bio avant même que le mot bio existe. Et ce slogan, la santé, ça s'apprend, je trouve que c'est important de s'en rappeler parce que dans un sommet sur l'éducation, c'est important de dire à ceux et celles qui nous écoutent que tout peut s'apprendre. La santé s'apprend, le développement de relations harmonieuses s'apprend, la spiritualité s'apprend. On peut tous avoir des facilités de départ plus ou moins importantes, mais même dans un domaine où c'est pas trop notre truc, eh ben, en s'entraînant, en apprenant, on finit quand même par acquérir des bases. Et puis, il y a une chose importante à savoir, on est toujours dans le premier étage, dans la première dimension, le rapport au corps, le rapport physique. La santé,
on pourrait dire que c'est notre propre écologie intérieure. C'est comment nous gérons notre propre climat, comment nous gérons en nous cette terre, ce royaume que sont ces trilliards de cellules que nous possédons. Et de la même manière, on pourrait dire que l'écologie, c'est la santé de la terre. Donc, dans une éducation idéale, dans une éducation intégrale, c'est quelque chose qui devrait intervenir très, très tôt. Cette compréhension que ce qui se passe en moi, dans mon corps, dans le microcosme qu'est ce corps humain, vaut pour ce macrocosme qu'est cette terre que nous habitons collectivement. C'est-à-dire prendre soin de ma santé et prendre soin de la santé de la terre, ce sont finalement les deux faces d'une même pièce de monnaie. Il y a une façon très simple de le démontrer, c'est que quand on a décidé tout d'un coup que c'était la chimie qui allait être la solution d'avenir, on a mis de la chimie en masse dans la Terre et on a mis de la chimie en masse dans les êtres humains. Et tout d'un coup, quelques décennies plus tard, on s'est dit, oulala, catastrophe, on est en train d'empoisonner les sols. Oulala, catastrophe, les gens utilisent des antibiotiques et d'autres choses, n'importe comment, ça entraîne des tas de choses graves. Et donc, on a vu apparaître en même temps, d'un côté, toutes les médecines alternatives, une autre prise de conscience de la santé et en même temps tout le mouvement écologique. Donc vraiment les deux sont liés, les deux vont de pair et c'est pour ça que j'inclus dans cette dimension physique le rapport à notre environnement, le rapport à l'écologie, le rapport à ce milieu dans lequel nous vivons. Et dans l'idéal, vraiment les deux choses devraient être complètement articulées ensemble. Souvent, je plaisante en disant c'est bien de vouloir sauver le poumon de la Terre, l'Amazonie, mais c'est un peu paradoxal de réclamer ça si en même temps on est fumeur. Il y a peut-être une cohérence minimale à avoir, c'est-à-dire d'abord je donne l'exemple en ayant une bonne écologie intérieure, c'est-à-dire en ayant appris à m'occuper de ma santé, puis ensuite je suis en mesure de pouvoir faire la même chose à une échelle plus grande, à une échelle collective et globale. Donc, un des mots-clés pour moi de cette éducation intégrale, c'est expérimenter. C'est-à-dire, expérimenter, c'est pas simplement apprendre avec la tête, c'est faire descendre ça dans le cœur et dans le corps, c'est-à-dire, je pratique moi le yoga, je pratique moi la respiration, je transforme mon alimentation et je vois comment ça agit sur moi. Le savoir, il est fait pour s'incarner. Le savoir, au départ, c'est comme des graines. Je peux avoir un grenier qui est rempli de milliers d'espèces différentes, de fleurs, de fruits, de cucurbitacées, ce qu'on veut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ton potager. Est-ce que dans ton potager, tu as de quoi nourrir ta famille, tes amis, tes proches? Est-ce que tu as aussi des fleurs juste pour la beauté, l'esthétique et les abeilles? Ou est-ce que tu as juste un grenier plein, mais que dans ton potager, il n'y a que des mauvaises herbes qui se courent après? La richesse d'une vie, c'est ce que nous incarnons, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous apprenons. Voilà. Et pour ceux et celles d'entre nous qui auraient une vision un peu réincarnationniste de la vie, eh bien, on dit que de vie en vie, ce que nous emportons, notre richesse personnelle, c'est ce que nous avons vécu, c'est ce que nous avons incarné. Les graines qui sont dans notre grenier, on les aura pas la vie prochaine. Voilà, donc ça, c'est pour moi la première dimension sur les 4 que j'ai évoquées au début, donc le corps, le cœur, le mental et le spirituel. Une éducation me semble devoir absolument, impérativement passer par une éducation à la santé personnelle et à la santé collective, c'est-à-dire à l'écologie. On est très fan avec ma femme de documentaires animaliers et chaque fois que j'en regarde un, je me dis mais on devrait passer un documentaire comme ça par semaine aux enfants depuis tout petit. Parce que ça suscite l'émerveillement et ça amène à porter un regard sur la beauté de la nature, la faune, la flore, tout le milieu où on vit, qui s'inscrit en nous et qui fait que petit à petit, bien, le regard que nous portons sur l'environnement dans lequel nous vivons va être aussi façonné par ça. Alors, le deuxième plan, dans cette éducation intégrale, on a vu le physique, le corps, c'est la dimension du cœur, qui est une des grandes absentes, malheureusement, de l'éducation actuelle, même si, comme je le disais, il y a, ça et là,
On voit par exemple la CNV, la communication non violente, commencer à faire son entrée dans certaines écoles. On voit des débuts de tentatives d'intégrer un petit peu des éléments de ce qui concerne l'affect, l'émotionnel et le relationnel, mais ça reste très, très timide et très, très en deçà de ce qui est nécessaire. Pour moi, la dimension du cœur, la dimension de l'affect, la dimension des relations est en fait une dimension absolument essentielle. Essentielle parce que ce que je vis, ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est finalement ce qui compte le plus. Si je suis heureux ou malheureux, si j'ai des relations agréables, constructives ou au contraire totalement nuisibles, toxiques, c'est ça qui fait la qualité de ma vie. Je peux avoir des connaissances formidables, mais si dans le cœur je suis triste, je suis malheureux, si mes relations sont pourries, si ma vie émotionnelle n'est que chaos, il y a quelque chose qui va pas fonctionner. Donc, l'expérience que j'ai, c'est que c'est un des leviers de changement les plus extraordinaires qu'on puisse utiliser. Tu disais, dans ma présentation, Abel, que j'ai consacré 10 ans de ma vie au pardon. Le pardon, je le définissais justement comme la guérison des blessures du cœur, parce que la plupart d'entre nous avons eu des blessures à ce niveau-là, et que comme le cœur physiquement, il est entre la tête et les mains, c'est-à-dire entre la pensée et l'action, ben, si le cœur est malade, si le cœur souffre, si le cœur est plein de plaies, de kystes, de croûtes, etc., eh bien, je vais pas pouvoir faire de la pensée positive, faut pas rêver. Faire de la pensée positive avec un cœur qui est mal en point, ça ne marche pas, point barre. Et puis, non seulement ça, mais je vais somatiser ces émotions que je n'arrive pas à identifier, que je n'arrive pas à reconnaître. Quand on parle de pathologie psychosomatique, la plupart du temps, on se dit c'est mes pensées qui se sont cristallisées dans mon corps. Non, c'est beaucoup plus mes émotions. De la même manière que c'est l'eau qui creuse le lit des rivières, qui a creusé le Grand Canyon, c'est l'eau qui façonne la terre, eh bien, c'est l'émotion en nous qui s'imprime et qui agit de manière la plus forte sur le corps. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à savoir. Et ça devrait aussi être une seconde priorité de l'éducation, c'est de faire en sorte que les élèves, les enfants, les ados ensuite, soient heureux, soient épanouis. C'est-à-dire qu'ils soient capables d'identifier leurs émotions. J'imagine que ceux et celles qui nous écoutent ont dû voir cet extraordinaire dessin animé qui s'appelle Vice Versa, qui est un petit bijou, qui est une pure merveille justement sur le monde des émotions. Beaucoup d'entre nous, en tout cas moi de mes générations, on a grandi avec une ignorance complète de ce qui se passait dans notre intériorité, dans notre subjectivité, mais nos émotions, nos ressentis. Moi, c'est des choses que j'ai dû apprendre vraiment sur le tard. Et en réalité, ça fait vraiment partie des choses qui sont importantes à connaître parce que si je veux éviter de projeter mes émotions négatives sur les autres, il faut d'abord que je sache ce qui se passe en moi. Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis malheureux? Est-ce que j'ai eu la grande chance de faire traduire et publier en français le livre fondateur de la communication non violente, la CNV en abrégé, de Marshall Rosenberg, qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres, entre parenthèses, ou des murs ». Et quand on lit ce livre, on découvre un vocabulaire pour les émotions d'une richesse absolument exceptionnelle. De la même manière que quelqu'un qui connaît bien les vins a un vocabulaire extrêmement riche pour décrire toutes les nuances de ce qu'il peut percevoir dans son palais au niveau des arômes, etc., il y a un vocabulaire pour exprimer les moindres nuances de nos états émotionnels, les identifier et les comprendre. Donc, il y a une alphabétisation émotionnelle et relationnelle qui est absolument vitale. On a trop de gens aujourd'hui, et on voit ça malheureusement souvent chez nos dirigeants, des gens qui sont intellectuellement brillants, mais qui sont de véritables analphabètes émotionnels et relationnels. Et ça veut dire que du coup, il leur manque la courroie de transmission du cœur pour que leurs idées, aussi brillantes soient-elles parfois, puissent s'incarner de façon efficace, sans créer des conflits, sans créer toutes sortes d'incompréhensions. Donc l'éducation du cœur, l'éducation à l'affect, aux émotions, l'éducation à la relation est quelque chose d'absolument essentiel,
Alors, on a de la chance, c'est qu'aujourd'hui, il existe une multitude d'approches. J'ai parlé de la CNV parce que c'est probablement une de celles qui s'est le plus répandue dans les 20 dernières années. C'est assez spectaculaire, et tant mieux. Mais il y en a d'autres. Et moi qui suis toujours pour ouvrir vers la multiplicité, vers la richesse, je serais pour qu'on enseigne, je suis en train de taper mon micro, pour qu'on enseigne plusieurs approches, parce que chacun d'entre nous peut avoir une sensibilité plus ou moins forte à une approche ou une autre. L'émotionnel, cette dimension, c'est aussi très important pour autre chose, c'est savoir gérer les conflits. Quelqu'un qui est en relation avec son cœur, qui identifie clairement ses émotions, qui est sensible à ce qui se passe chez son interlocuteur, son interlocutrice, va arriver beaucoup mieux à gérer les conflits. Si j'imagine une société idéale demain, dans 50 ans, 100 ans, 1000 ans, j'en sais rien, ça c'est pas une société où les conflits auront disparu. Je pense que des conflits, il y en aura toujours et que le conflit n'est pas quelque chose de nuisible ou de catastrophique en soi. Il le devient quand on ne sait pas exprimer le conflit et comme disait Charles Rogeman, il y a de la violence là où le conflit ne parvient pas à s'exprimer. Dans une société idéale, on sera capable d'exprimer son désaccord, être à l'écoute de l'autre, pouvoir exprimer ses besoins, ses émotions, son ressenti, et puis cheminer avec ça. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel. On voit aujourd'hui, et peut-être encore plus malheureusement depuis 2 ans, à quel point il manque de compétences émotionnelles relationnelles, il manque la capacité d'écouter le point de vue de l'autre, sa sensibilité, ses émotions, il manque de capacité au dialogue, au débat, il manque de capacité à gérer le conflit, à gérer le désaccord. Or, des désaccords, comme je le disais, je le répète, il y en aura toujours. Donc, il est indispensable que dans les outils, dans les aptitudes qui nous sont transmises, on nous donne des clés pour pouvoir gérer le conflit, pour pouvoir le transformer en quelque chose de constructif. Si je prends 2 silex et que je les frappe ensemble, je fais une étincelle. Avec une étincelle, je peux faire du feu. Voilà. C'est une très belle image de ce que peut potentiellement faire le conflit. Le conflit, bien utilisé, peut devenir quelque chose de créatif, dont va déboucher une flamme, une lumière, une compréhension qu'il n'y avait ni chez l'un ni chez l'autre. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'indispensable et je serais enchanté le jour où je verrai que l'éducation au cœur, l'éducation à l'émotion, l'éducation à la relation va vraiment faire partie intégrante de l'éducation de demain. Au petit passage, je vois une main levée. Ce que je vais faire, j'aurais peut-être dû le dire au début, c'est prendre les questions. Globalement, on se donnera un temps de questions-réponses dans la dernière demi-heure, on va dire, de cette intervention. Ça sera plus simple pour moi de dérouler ce que j'ai à vous dire et ensuite, je me ferai une joie d'écouter vos questions. Il y a une petite fenêtre de questions et réponses sur laquelle on peut écrire sa question. D'accord. Alors, un autre élément que je voudrais inclure dans cette éducation émotionnelle, relationnelle, même si de manière transverse, il touche peut-être un peu plus que simplement cet étage-là, parce que les étages finalement s'enchevêtrent les uns dans les autres. Pour moi, il y a quelque chose qui pourrait vraiment durablement transformer l'éducation de nos enfants et en particulier de nos ados et en une génération amener des changements considérables en plus avec un investissement financier qui serait absolument minime. Ce serait d'inclure dans le cursus scolaire le fait qu'entre 15 et 18 ans, chaque ado, chaque étudiant passe minimum 6 mois, mais pourquoi pas, comme je l'ai fait, comme beaucoup de gens l'ont fait, 1 année dans un pays étranger. Parce que à cet âge où justement l'adolescence est l'âge où l'affectif, où le cœur joue beaucoup, où les ados se retrouvent entre eux, où il y a tout un processus assez important qui se fait à l'intérieur. Et puis il y a une ouverture très particulière à la culture. Il y a assez de maturité pour pouvoir passer 1 an dans une famille d'accueil loin de ses propres parents. Et en même temps, il n'y a pas encore
on n'est pas encore complètement adulte. Il y a un créneau comme ça, extrêmement intéressant à utiliser entre 14, 15, 18 ans. Et lorsqu'on passe une année à l'étranger, lorsque on est amené à découvrir une nouvelle langue, une nouvelle culture, une nouvelle façon de manger, une nouvelle façon d'étudier, peut-être un nouveau climat, de nouveaux paysages, il y a une ouverture qui se fait, qui restera à vie derrière. C'est-à-dire que plus jamais, au retour d'un an ou de 6 mois comme ça, plus jamais on est le Suisse de base, le Français de base, l'Allemand de base ou le Canadien de base. Il y a une ouverture qui s'est faite et qui se fait d'autant plus forte que elle est justement dans ce moment d'adolescence, le moment où on va écouter des musiques qu'on réécoutera jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'il y a une sensibilité particulière à cet âge-là. Et par exemple, si on avait fait ça juste à l'échelon européen, imaginons qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on avait dit dorénavant, chaque étudiant européen va passer 1 an ou 6 mois dans une famille, dans une autre famille d'un autre pays européen. L'Europe aurait été construite en une génération, pas l'Europe économique, pas l'Europe politique, l'Europe citoyenne. Et je pense que ça, comme cadeau d'ouverture d'esprit, d'ouverture de conscience, d'ouverture du cœur, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire à faire. Et comme je disais, qui ne coûte rien finalement, puisqu'on échange des enfants, c'est-à-dire on accueille en tant que parent un étudiant venant d'un autre pays et on envoie son fils ou sa fille dans une autre famille. Si je devais défendre un jour un seul projet politique, ça serait ça. Parce que je le vois vraiment chez tous ceux qui ont pu bénéficier d'une année comme ça à l'étranger, comment ça a amené une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience qui va dans le sens de cette éducation intégrale dont je parle ici. Je continue parce qu'on n'a pas toute la journée et on a beaucoup de choses à couvrir. On a vu donc le physique, le corps, la santé. On a survolé aussi l'importance de tout ce qui est émotionnel et relationnel. On arrive au 3e étage qui est le niveau mental intellectuel. Alors, comme je disais, dans l'éducation actuelle, c'est pratiquement le seul étage qui est pris en compte, mis à part les quelques heures d'éducation physique qui existent. Mais même là, pour moi, l'éducation intégrale est à considérer autrement. Il ne s'agit pas de déverser des quantités effarantes de savoir dans la tête des enfants, de remplir le vase, comme déconseillait Montaigne. Il s'agit avant tout d'apprendre le discernement. Les 2 années qu'on vient de vivre nous ont malheureusement montré à quel point on peut avoir un intellect très développé et cruellement manquer de discernement. Ce sont 2 choses différentes. Or, le discernement véritable est quelque chose d'absolument indispensable à notre époque. Noam Chomsky, qui a été longtemps considéré comme l'un des plus grands intellectuels de ces 50 dernières années, a cette phrase magnifique, il dit « Si on avait un véritable système d'éducation, ce serait un cours d'autodéfense intellectuelle. » Et je vais le répéter parce que cette phrase est importante. Si on avait une véritable éducation, ce serait un cours d'autodéfense intellectuelle. Alors bon, visiblement, lui, l'éducation, il la situe beaucoup sur cet étage-là, mental, intellectuel. Il ne parle pas des autres choses que nous abordons, le cœur, l'esprit, le corps. Mais il montre cette carence terrible qu'il y a aujourd'hui rien que sur cet étage mental, c'est-à-dire que nous n'apprenons pas le discernement, nous n'apprenons pas toutes les clés qui empêchent de pouvoir être facilement berné, leurré, manipulé. Voilà. Nous vivons dans une époque où malheureusement, ce sont des réalités quotidiennes. Quand il parle d'autodéfense intellectuelle, ça veut dire quoi ? J'ai des amis qui font des arts martiaux. C'est bien effectivement d'apprendre des techniques de self-défense si jamais on se fait agresser dans la rue. Fort heureusement, la plupart d'entre nous, on ne se fait pas agresser et rares sont les personnes qui vont avoir à utiliser ça. Mais les agressions intellectuelles, c'est tous les jours. Et je pèse mes mots en disant ça. Tous les jours. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas ouvrir un média, vous ne pouvez pas regarder une publicité sans qu'il y ait une agression intellectuelle. C'est-à-dire sans qu'il y ait une tentative de vous faire penser, de vous faire croire, de vous pousser dans un sens ou dans un autre.
Ça fait plus de 80 ans maintenant, depuis la propagande nazie au minimum, qu'on a développé des stratégies de propagande, des stratégies de manipulation de masse qui sont extrêmement efficaces. C'est d'ailleurs toute la thématique du dernier livre de Laurent Gounel, Le Réveil, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore découvert. Le même Chomsky avait cette phrase aussi intéressante, il disait « La manipulation est à la démocratie ce que la violence est à la dictature ». C'est important comme phrase, ça mérite d'être réfléchi 2 fois. C'est-à-dire que dans un système politique qui donne théoriquement la voix à tout le monde, eh bien, il devient important pour ceux qui veulent exercer une influence de savoir comment orienter la pensée, le choix de la masse. Alors des fois, j'entends des gens me dire « Oui, mais moi, je suis certain que je ne suis pas manipulé ». Alors, je rappelle la définition de la manipulation. La manipulation, c'est faire, penser ou dire quelque chose à son insu. Donc, par définition, si je suis manipulé, je ne le sais pas. Voilà. C'est intéressant à se rappeler. Donc, développer correctement les facultés intellectuelles, les facultés mentales de nos élèves, de nos étudiants, c'est pas des choses qu'on peut faire tout petit, c'est à introduire petit à petit dans l'éducation, mais c'est vraiment leur donner la capacité d'avoir cette autodéfense intellectuelle et de savoir comment gérer le bombardement d'informations et les intérêts qui font que les uns nous amènent à vouloir penser ceci ou penser cela. On vit dans un monde d'influence, ça c'est le mot le plus petit qu'on puisse employer, d'influence, de manipulation ou de propagande permanente. Malheureusement, pour l'instant, ce sont des choses qui ne sont pas du tout enseignées, mais je pense qu'elles sont indispensables si on veut pouvoir avoir une véritable liberté de pensée, qui soit pas simplement un vœu pieux. Voilà. Mais c'est très exigeant. Et puis, toujours dans ce niveau mental, si on veut vraiment avoir une liberté de pensée, ça veut dire qu'il faut apprendre à s'élever au-dessus de ses réactions émotionnelles. Vous savez, on parle de lavage de cerveau, on parle de manipulation mentale. Ces 2 termes, à mon avis, sont faux. En réalité, si on veut manipuler quelqu'un, c'est pas son cerveau qu'on vise, c'est son cœur, c'est son émotionnel. Donc, on utilise la peur, on utilise la colère, on utilise le dégoût, on s'arrange pour susciter des émotions chez les personnes qu'on veut toucher, parce que lorsque l'émotionnel prend suffisamment de place, bien, on désactive le discernement, on désactive la réflexion, on désactive la capacité à voir une situation sous de multiples angles et avoir à ce moment-là une véritable liberté de penser. Donc ça, c'est une clé essentielle, c'est d'amener les gens à comprendre comment fonctionne l'étage mental, comment sont les relations entre l'affectif, l'émotionnel et le mental. Et c'est tout un travail pour amener une véritable liberté de penser qui ne peut pas exister lorsqu'elle se greffe sur un affectif qui est inconscient, sur un affectif qui part dans tous les sens. En français, on dit « j'ai été submergé par l'émotion ». C'est intéressant cette phrase, submergé, c'est-à-dire englouti. C'est-à-dire les flots, les flots émotionnels et affectifs m'ont mis sous l'eau. Bon, sous l'eau, on sait bien qu'on n'a pas la même vision que dans l'air. L'eau fait loupe, l'eau déforme les choses. Lorsqu'on est sous l'influence d'une émotion forte, on n'a plus une vision lucide, on n'a plus une vision claire des choses. Et ça, c'est des choses qu'il faut apprendre très tôt. Et qui permettent non pas d'étouffer l'émotion, non pas de la planquer, de ne pas la voir, de dire « Ok, là, je ressens ça. Là, je suis dans cet état émotionnel. » Et d'apprendre petit à petit à avoir à la fois l'émotion qui est là et avoir la capacité, on a dit que le mental, c'était le monde aérien, de prendre de la hauteur et de voir les choses suffisamment clairement pour ne pas avoir des décisions qui sont entièrement sous l'emprise des émotions qu'on vient déclencher en nous. Donc ça, c'est exigeant. Et pour moi, au lieu de, comme je disais, de nous gaver le cerveau d'un savoir dont la plus grande partie sera oubliée juste après les examens, il s'agit pour moi de donner des aptitudes, des compétences qu'on va pouvoir exercer toute sa vie, peu importe le métier ou l'activité dans laquelle on sera. Et cette compétence-là,
c'est-à-dire la capacité d'exercer son discernement, la capacité de distinguer ce qui se passe dans mon cœur, dans mes émotions et dans mes pensées, et de ne pas être inféodé à mon état émotionnel, elle est au cœur d'une liberté véritable. Il n'y a pas de liberté véritable si on est victime de ses affects et victime de la manière dont on peut nous manipuler à ce niveau-là. Enfin, dernière chose, un mental libre est un mental qui est capable d'envisager une même situation sous de nombreux angles et points de vue différents. Je crois que c'est Scott Fitzgerald qui disait « Le signe d'une intelligence supérieure est la capacité d'envisager deux points de vue contradictoires et de continuer d'agir. » Et de continuer d'agir est important parce que si le fait d'envisager des points de vue contradictoires doit me paralyser, ça ne sera pas très utile. De nouveau, on a vu dans les 2 ans qui viennent de s'écouler que les gens capables d'envisager plusieurs points de vue différents sur une même situation, ben, ça ne courait pas les rues. Alors oui, à l'école, on a tous appris thèse, antithèse, foutaise, mais la plupart du temps, ça ne s'est pas intégré dans une réelle capacité au quotidien à adopter différents points de vue et à essayer d'en tirer une véritable synthèse, une compréhension qui dépasse les clivages qui sont en jeu. Voilà. Donc, on se rend compte que même cet étage mental qui est pour l'instant celui qui occupe principalement l'éducation, en tout cas de nouveau ici en France, en Suisse, que je connais bien, aux États-Unis où j'ai vécu 1 an, même cet étage mental, pour l'instant, il n'est pas enseigné d'une façon qui nous amène vers une vraie liberté. Il est surtout constitué de l'acquisition de savoir et malheureusement, ça, ce n'est pas suffisant. C'est pas ça qui va nous donner une véritable liberté de penser. Je vais inclure une partie qui va réunir les étages 2 et 3. On a dit 2, l'émotionnel, l'affect, etc. 3, le mental. Si on les mélange les deux, le cœur et la tête, on obtient quoi? On obtient toutes nos croyances. Nos croyances ont en effet un contenu intellectuel, mais elles sont chargées d'affect. Et quand je parle de croyances, je ne parle pas que de croyances religieuses. On a des croyances alimentaires. Il suffit de parler avec un carnivore convaincu ou un vegan convaincu. On a des croyances médicales, que ce soit croire en l'homéopathie, en la médecine allopathique, en l'ayurveda ou la médecine chinoise. Dans nos croyances, c'est vraiment les deux qui se rencontrent, c'est-à-dire une dimension d'affect extrêmement forte et une dimension intellectuelle qui vient enrober et justifier un petit peu nos croyances. Et dans un cheminement de liberté, et pour moi, une éducation intégrale est une éducation qui va permettre le plein déploiement de l'âme humaine, donc qui va lui permettre d'être libre, eh bien, il est essentiel à un moment de pouvoir prendre conscience de ses croyances. C'est-à-dire de toutes les croyances qu'on a assimilées comme enfant parce qu'on a grandi dans telle famille, dans tel milieu social, dans tel pays, qu'on a été peut-être influencé par tel conditionnement religieux. Voilà, on est pétri de croyances. Du fait qu'il y a cette dimension affective très forte, c'est pas facile de changer de croyance. C'est même beaucoup plus compliqué qu'il y croit. Des fois, on lit des bouquins là-dessus, puis on croit qu'on peut changer de croyance comme on change de fringue. Non, 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 non. C'est beaucoup plus profond que ça. Il y a un attachement. Tout ce qui concerne le cœur et l'affect crée des attachements. Il y a un attachement très fort. Donc, si on arrive suffisamment tôt à donner des clés aux enfants, aux élèves pour identifier ça, bien, on va leur permettre beaucoup plus grande liberté, une plus grande ouverture, finalement, à d'autres théories, à d'autres visions du monde, que si on a un conditionnement qui se fait très tôt sur une seule ligne. Donc, voilà, je tenais à parler de ça parce que cœur plus mental, ça donne des croyances et ça donne des croyances qui jouent un rôle considérable dans nos vies. Je suis toujours étonné de voir que beaucoup de gens s'imaginent qu'on vit une époque différente du passé, qu'on vit une époque qui est gouvernée par la raison, par la logique, par la science.
Oui, jusqu'à un certain point, mais jusqu'à un point seulement. Il y a beaucoup plus de scientisme aujourd'hui que de science. Et le scientisme, c'est quoi? C'est la façon dont on fait une religion de la science. Je ne sais pas si ceux et celles qui nous écoutent connaissent Rupert Sheldrake, qui est pour moi un des plus grands génies de ces 50-60 dernières années, celui qui a inventé le concept de champ morphique, champ morphogénétique, qui a été beaucoup repris par plein de gens dans plein de domaines. Je l'avais rencontré il y a 30 ans tout rond. C'était en mai 92, c'était à Amsterdam, à un congrès. Et à un moment, je lui avais demandé, est-ce que vous vous réjouissez de voir que finalement, chez les scientifiques de pointe, que ce soit dans la biologie, que ce soit dans la psychiatrie, que ce soit dans l'astrophysique, etc., et ailleurs, il y a de plus de gens qui tiennent un discours qui finalement se rapproche de choses qu'on entend dans le monde spirituel. Et il m'avait regardé comme ça, puis il m'avait fait une réponse que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, vous savez, ma seule aspiration aujourd'hui, c'est que la science devienne vraiment scientifique. C'est-à-dire qu'elle arrive à se débarrasser de toutes les dogmes et les croyances qui l'empêchent finalement d'être totalement scientifique. Et ça l'a amené d'ailleurs, pas mal d'années plus tard, peut-être 15 ans plus tard, à sortir un livre qui s'appelle en anglais The Science Fallacy, qui a été très maladroitement traduit en français par Réenchanter la science. Ouais, d'accord. Où en fait, il a exposé les 10 croyances fondamentales qui sous-tendent la science. Ça lui a valu d'ailleurs l'insigne honneur d'être la première personne à être censurée sur TED. Vous savez, le site TED.com où il y a des milliers de conférences du monde entier. Alors que tout ce qu'il fait, c'est d'exposer une réalité que chacun peut vérifier. C'est-à-dire, il mettait en évidence cette dimension religieuse qui fausse, qui biaise l'appréhension de la science véritable. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que ça met en évidence la carence de ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est-à-dire le fait d'apprendre à distinguer ce qui se passe dans mon cœur, ce qui se passe dans ma tête, la façon dont les deux ensemble construisent des croyances, et puis cheminer à un moment vers une véritable liberté de penser, vers une véritable ouverture avec tout ce qu'il faut comme discernement authentique. Alors, on va continuer. Quatrième et dernière dimension de ces 4 que j'ai mises en évidence au départ, la dimension spirituelle. Alors là, j'ai envie de dire, on sort du radar de la plupart des systèmes scolaires dans lesquels nous vivons, parce qu'on sort du radar de notre société. On est dans une société pour laquelle le spirituel n'existe pas. D'abord parce que malheureusement, la plupart des gens ne font pas la distinction entre le spirituel et le religieux. Donc, que la science ait permis de nous émanciper du religieux à mains égards, c'est une très bonne chose. Il faut le rappeler quand même. Les Lumières ont apporté une liberté intellectuelle et mentale absolument indispensable et il faut s'en féliciter. Mais il ne faut pas confondre ce qui se situe avant la science et ce qui se situe au-delà et après. Le religieux, ce sont des croyances, ce sont parfois des dogmes. Le religieux peut être assorti de fanatisme et de superstition, etc. La spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, c'est vraiment toucher au monde de l'esprit. Et la spiritualité, elle ne nous demande pas de croire, elle nous demande de mettre en pratique. Voilà. La spiritualité a d'ailleurs un côté très scientifique. La spiritualité n'est pas irrationnelle, elle est peut-être transrationnelle, c'est-à-dire qu'elle inclut le rationnel, la raison et la logique, mais elle va encore au-delà. Et elle a la même rigueur finalement que la science. La science nous dit, si vous prenez 2 éprouvettes en chimie, si vous mélangez ça et ça, vous obtiendrez ça. Elle nous donne des indications pour la physique, pour la chimie, pour tous les domaines. La spiritualité fait la même chose, simplement elle le fait dans le monde de l'intériorité et de la subjectivité. C'est-à-dire qu'elle nous dit, si vous méditez de cette façon-là, si vous pratiquez tels exercices respiratoires, si vous faites tel ou tel yoga, voilà à quels états de conscience, voilà à quelle prise de conscience, voilà à quelle évolution intérieure vous allez parvenir. Les résultats de la science sont objectifs, donc ils sont valables pour tout le monde. Les résultats de la spiritualité touchent le monde de l'intériorité et de la subjectivité, donc ils ne sont valables que pour nous.
Si grâce à mes méditations, grâce à mon travail spirituel, je valide ce que j'ai lu dans les textes bouddhiques, chrétiens, soufis ou autres, ça sera valide pour moi, je l'aurai vérifié de l'intérieur, mais je me trouverai dans la même situation vis-à-vis de mon voisin ou de mes amis. Je vais pouvoir leur expliquer ce que je ressens, ce que j'ai vécu, mais charge à eux ensuite de suivre les mêmes protocoles, d'appliquer les mêmes exercices, de faire les mêmes opérations, entre guillemets, avant de découvrir à l'intérieur les mêmes résultats. Donc la spiritualité, ce n'est pas de la croyance. On ne nous demande pas de croire à ceci ou cela, on nous demande de faire, on nous demande d'agir de manière à pouvoir retrouver en nous les plus grands états de conscience, les plus grands éclairs de compréhension, les plus grandes dimensions d'amour universel qu'ont trouvé tous ceux qui nous ont précédés sur ce chemin-là. Et l'esprit étant un, par définition, l'esprit englobe tout, le vivant englobe tout le cosmos. Donc, on pourrait dire que la spiritualité, c'est déjà une façon de nous relier à cette vie qui nous anime, nous, mais qui anime la faune, la flore, le cosmos. Comme je disais, on peut greffer sur une expérience spirituelle toutes sortes de formes religieuses. On peut aimer interpréter son vécu spirituel en termes chrétiens, ou plutôt en termes bouddhiques, ou plutôt en termes musulmans, chacun son choix. Mais l'expérience spirituelle elle-même, elle est, comment dire, j'avais envie de dire qu'elle est informe dans le sens où elle n'est pas enfermée dans une forme. Si je devais utiliser une métaphore, j'adore les métaphores, je dirais que on pourrait comparer la spiritualité à l'électricité. L'électricité, on la voit pas, on la sent pas. L'électricité, quand elle passe à travers une lampe, elle devient lumière. Quand elle passe à travers un radiateur, elle devient chaleur. Quand elle passe dans un moteur électrique, elle devient mouvement. Voilà. Eh bien, en nous, le spirituel, c'est la même chose. Le spirituel, quand il passe dans mon mental, qui réfléchit, me permet d'avoir des éclairages, il devient une lumière qui me permet de mieux comprendre, de toucher à une intelligence et une sagesse toujours plus grande. Et l'esprit, quand il se manifeste dans mon cœur, il apporte cette chaleur, c'est-à-dire cet amour, cette compassion, ces qualités de cœur auxquelles nous aspirons tous. Et puis, plus l'esprit descend en moi jusque dans le corps, plus ma capacité d'agir, de créer, d'entreprendre, de réaliser concrètement des choses dans ce monde va être puissante. Donc la spiritualité, c'est dans ces termes qu'il faut l'envisager pour moi, c'est-à-dire d'une manière qui soit aussi universelle que possible, tout en laissant à chacun la possibilité ensuite de l'intégrer à ses propres référentiels religieux ou philosophiques. Et pour moi, exclure le spirituel de l'éducation, c'est un peu comme si on imaginait que le soleil n'existe pas, alors qu'on sait très bien que sans sa lumière, sans sa chaleur, sans la vie qu'il envoie, il y aurait absolument rien de vivant sur la Terre, pas un être humain, pas un animal, pas une plante. Donc négliger le spirituel, c'est vouloir nous faire croire que la vie pourrait exister sur Terre sans le soleil. C'est oublier la source même, alors qu'on ne veut pas retomber dans le religieux, qu'on ne veut pas retomber dans la superstition. Je le comprends très bien et je suis 100% d'accord. Mais il ne faut pas confondre ce qui venait avant l'époque des Lumières et ce qui va suivre l'âge de la raison, l'âge de la science, l'âge de la rationalité et de l'objectivité nous a apporté beaucoup de choses. Il faut s'en féliciter, mais ce n'est pas la fin. L'évolution, elle continue et au-delà de cette vision purement intellectuelle, scientifique, il y a encore tout un univers à découvrir et une éducation spirituelle dans une éducation intégrale, elle va amener progressivement chaque enfant, chaque ado, chaque étudiant à découvrir par lui-même de l'intérieur une compréhension des états de conscience, un rapport à la vie, la maladie, la santé, la mort, l'amour, etc., qui va être à la mesure d'un cheminement spirituel intérieur. Et puis, pour ceux, parce qu'il y a toujours des grandes angoisses, à cause de cette confusion entre religion et spiritualité, la grande angoisse, c'est les systèmes dogmatiques, fanatiques, sectaires, etc. Mais franchement, il n'y a aucune difficulté à enseigner les bases de la spiritualité, tout en ouvrant sur la diversité des approches qui ont vu le jour sur Terre depuis des milliers d'années,
en Europe, en Inde, en Orient, en Chine, sur toute l'Amérique du Sud et du Nord, etc. Et en montrant comment cette spiritualité première, informe, j'ai envie de dire, s'est incarnée, s'est manifestée à différentes époques, dans différents peuples. Et ça, pour moi, ça ouvrirait vraiment sur le sens même de la spiritualité, qui est un retour finalement à l'esprit un qui nous anime. Voilà. Et l'unité dans la diversité, ou la diversité dans l'unité, c'est pouvoir à la fois se réjouir du fait qu'on soit tous différents, qu'il y ait tant de formes de vie différentes, et en même temps de toucher à cet esprit un, à cette vie une qui anime toute forme. Je pense que ça éveille une forme de conscience qui débouche ensuite sur un comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de tout, qui est la concrétisation finalement d'une conscience différente. Donc voilà, quand je parle d'éducation intégrale, c'est vraiment une éducation qui intègre ces 4 plans, physique, affectif, mental et spirituel. Mais j'ai encore 2-3 petites bricoles à rajouter à ça. Changer l'éducation, c'est pas seulement changer quoi, c'est-à-dire les matières, qu'est-ce qu'on apprend, les maths, la géo, etc. C'est aussi changer comment. C'est-à-dire de quelle façon on enseigne. Et là, je pense qu'il y a aussi une carence considérable, c'est-à-dire que le relationnel qui s'instaure aujourd'hui encore entre les enseignants et les élèves est pour moi complètement archaïque. Voilà. Il y a quelque chose à changer en profondeur dans le rapport entre la personne qui enseigne et la personne qui apprend. Si on veut sortir d'une vision de l'enfant comme un vase qu'on remplit et vraiment rentrer vers ce que nous dit Montaigne, c'est-à-dire des feux qu'on allume, mais c'est une dynamique complètement différente qui vise à rendre l'autre autonome, indépendant, à lui permettre son épanouissement. Je me rappelle la première fois que je suis rentré dans une école Montessori, c'était en 99 ou 2000. J'avais été scotché de voir, il y avait 12 ou 14 enfants dans cette école, de les voir chacun assis sur leur petit tapis à même le sol et chacun en train de faire quelque chose de différent et de manière autonome et indépendante. Et il y a des aspects de l'éducation Montessori que j'avais trouvé très, très intéressants pour ça, justement. Après, le paradoxe, c'est que ça a été créé pour les enfants pauvres de Rome et qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est accessible qu'à des gens ayant des moyens supérieurs à la moyenne pour se payer des écoles privées. Mais il y avait vraiment, je trouvais, en tout cas dans cette pédagogie, quelque chose qui allait dans le sens de ce dont je parle ici, c'est-à-dire enseigner autrement. Et enseigner autrement, c'est sortir de l'idée de remplir l'élève de savoir, c'est lui donner des outils. Pour moi, un élève arrivé au bout de son parcours scolaire obligatoire devrait avoir une trousse à outils. Et cette trousse à outils lui sera utile quel que soit le métier qu'il fera ensuite dans sa vie. Cette trousse à outils, c'est des outils sur la santé, c'est des outils sur la relation, l'émotion, l'affect, c'est des outils de discernement, c'est des outils pour cheminer intérieurement. C'est une manière complètement différente d'enseigner qui doit se mettre en place en même temps qu'un programme, qu'un contenu différent. Et j'ai été assez agréablement surpris, je parlais tout à l'heure du site TED.com, où il y a des milliers de conférences. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en général, ces interventions sont d'à peu près un quart d'heure. C'est génial, c'est-à-dire que vous avez en un quart d'heure un expert qui vous condense finalement l'essentiel de ce que la vie lui a appris d'une façon extrêmement vivante, pédagogique, assez remarquable. Et j'étais tombé sur, je crois que c'est un astrophysicien, j'oublie son nom, celui qui a créé une université au Canada qui s'appelle Quest University. Et j'avais adoré son discours. Pourquoi? Parce que cet homme disait, quand on a construit cette université, on a tout mis à plat. Mais quand je veux dire tout mis à plat, c'est comme s'ils n'ont absolument rien gardé de l'idée de ce que c'est qu'une université.
Et ils ont absolument tout mis à zéro, c'est-à-dire non seulement les branches qui sont enseignées, mais le rapport prof-élève. Il y a par exemple tous les élèves, tous les profs sont au même niveau. Il n'y a pas un doyen, il n'y a pas un directeur, il n'y a pas un SI, etc. Ils ont vraiment réfléchi à la façon de construire cette école d'une manière 100% innovante et nouvelle. Le résultat des courses, c'est que, j'ai vu cette vidéo il y a 4-5 ans, je n'ai pas revérifié depuis, mais à l'époque, 96% des gens qui sortaient de cette université trouvaient un job dans les 6 mois. Voilà. Parce qu'ils étaient construits intérieurement d'une manière complètement différente du système scolaire actuel et du système universitaire qui remonte en gros aux premières universités en Allemagne, etc. Pourquoi je parle de ça? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une Xème réforme de l'éducation nationale ou de son équivalent en Suisse, l'instruction publique, ou en Belgique ou ailleurs, qui va changer quelque chose. On réforme, mais finalement, tout le monde se rend compte que ça reste toujours la même chose. Donc, c'est une remise en question intégrale, pour le coup, qu'il faut faire, c'est de se dire qu'est-ce qu'il faut enseigner aujourd'hui pour préparer le monde de demain, c'est-à-dire ceux qui prendront notre relais dans 20 ans. Quelle vision de l'être humain avons-nous? Comment est-ce qu'on veut leur enseigner tout ça? Alors, en même temps, je dis ça, en même temps, j'ai un peu conscience de rêver en couleur, là. Malheureusement, nous avons des systèmes qui sont extrêmement difficiles à changer, qui ont été conçus pour se pérenniser eux-mêmes. Et sincèrement, je sais pas comment on peut arriver à amener un réel changement. Mais je pense qu'il faut commencer par le rêver. Je pense que tous ceux et celles qui développent des écoles alternatives, qui tentent d'autres expériences, ça va de Libres Enfants de Sommeil à Montessori, Steiner, Freinet, etc., préparent malgré tout des choses qui, un jour, quand les conditions le permettront, pourraient favoriser l'avènement d'un autre système éducatif. Puis surtout, dans l'intervalle, c'est ce que j'ai fait moi avec mes 3 garçons et c'est ce que j'imagine que font plein de personnes qui nous écoutent là, c'est qu'on peut déjà commencer en famille à partager, à combler les lacunes de l'éducation telle qu'elle existe aujourd'hui. Pourquoi il y a tellement de stages de développement personnel, pourquoi il y a tellement de pages Facebook, de sites, etc., de gens qui proposent aux parents d'autres clés éducatives, d'autres outils que ce qui existe, parce qu'il y a une réelle aspiration, une réelle envie, et que ça démarrera probablement par là avant un jour, je ne sais pas quand, d'arriver à se généraliser. Mais voilà, je pense sincèrement que c'est une reconstruction complète qu'il faut faire de l'éducation et pas simplement une réforme qui finalement ne change rien au fond, c'est-à-dire à la vision de fond, au quoi, qu'est-ce qu'on enseigne, à comment, à la manière de transmettre et d'enseigner. Donc voilà ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, c'est cette vision un peu globale d'une éducation intégrale qui prenne l'être humain dans tout ce qu'il est. On a un corps, on a des sentiments, des affects, on pense, on réfléchit, on a, qu'on le veuille ou non, une dimension spirituelle, une âme, un esprit, et une véritable éducation est destinée à éduquer absolument tout ce que nous sommes en utilisant la richesse extraordinaire d'approches qu'il y a dans le monde aujourd'hui pour chacune de ces 4 dimensions. Voilà. Merci Olivier. En t'écoutant, je me suis dit, tiens, il est en train de nous décider la fusée de l'éducation. C'est les étages. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Comme tu parlais des étages, je me suis dit, tiens, il est en train de nous construire la fusée de l'éducation du futur. Je me disais que ce serait sympa qu'on consacre le temps qui nous reste à des questions-réponses, s'il y en a. Sylvie demande pourquoi cette approche n'est pas partagée et mise en pratique. Et je l'invite à écouter, à prendre peut-être à acheter le pack ou tout ça, mais elle va voir qu'il y a beaucoup de gens qui mettent en pratique ces choses-là et qui font un travail magnifique sur la Terre en ce moment et partout dans le monde.
il y a des gens qui osent et qui changent et qui osent mettre en œuvre des choses complètement différentes, quoi. C'est mis en pratique, il y a plein d'endroits. Oui, puis après, la vraie question que ça pose derrière, c'est la question du changement. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des tas de situations dans lesquelles on a une idée d'une meilleure façon de faire, mais c'est comme si on s'était pas donné, on vit pas encore dans une culture qui permette facilement de changer les choses, donc les choses se perpétuent par inertie. Et je donne un exemple dans mon livre La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. On tape tous là sur nos ordinateurs, sur nos claviers, sur un clavier AZERTY, voilà, n'est-ce pas? Il est quand même intéressant de se rappeler que ce clavier a été conçu avec les anciennes machines à écrire mécaniques pour répondre à deux impératifs. Premier impératif, il fallait pas taper trop vite parce que sinon les touches s'en mêlaient et voilà. Donc, il fallait ralentir la frappe. Premier objectif. Deuxième objectif, il fallait pas taper trop fort parce que sinon ça trouait le ruban et le papier. Donc, il fallait mettre les touches les plus utilisées sous les doigts les plus maladroits. Par exemple, le A, il est sous le petit doigt. Ces deux conditions de départ qui ont prévalu pour la création des claviers, des machines mécaniques, sont là sur nos écrans d'ordinateur, où on peut passer du clavier français, suisse, belge, américain, comme on veut, et on continue d'avoir un clavier qui est fait pour ralentir la frappe et utiliser les doigts maladroits. Alors que ça fait 40 ans qu'a été inventé le clavier Marsan, M-A-R-S-A-N, pour la langue française, qui est destiné à favoriser la frappe et qui amène chez une dactylo professionnelle 30% de gain de vitesse. Je raconte cette histoire juste pour montrer l'extrême difficulté, l'extrême pouvoir d'inertie qui fait qu'on continue de faire des choses dont on sait qu'elles sont inefficaces et qu'elles ne marchent pas. Donc, si on veut parler de l'éducation de demain, il faudrait parler de comment introduire une culture du changement et de la mobilité là où pour l'instant on fait preuve d'énormément d'inertie. Il y a une question, Olivier, la première question, c'était quelles sont les autres approches, quand tu as parlé de la CNV, et il y a quelqu'un qui demandait quelles sont les autres approches auxquelles tu pensais qui peuvent être mises en œuvre, autres que la CNV. Dans les choses, par exemple, qui peuvent énormément aider les enfants, les 4 accords Toltec, c'est une chevalerie relationnelle, les accords Toltec. Si on met en pratique ces 4 injonctions qui touchent comme par hasard les 4 dimensions, c'est-à-dire la parole impeccable, la parole étant créatrice, serait vraiment, on peut dire, la dimension spirituelle. Ne pas prendre les choses personnellement, c'est le cœur, c'est l'affect. Ne pas faire de suppositions, c'est le plan mental. Et puis, s'efforcer de faire de son mieux, c'est l'action, c'est le concret, c'est l'accord préféré de Miguel lui-même. C'est l'action, c'est le corps. On a 4 accords qui permettent finalement de transformer ces 4 étages de manière à faire en sorte qu'ils travaillent pour nous et non pas contre nous. Mais après, on pourrait citer d'autres ouvrages. Moi, je me rappelle avoir lu de nombreux auteurs, par exemple, sur tout ce qui était émotionnel, relationnel. Ça va de Rosette Poletti en Suisse à Colette Portelance au Québec à tant et tant d'autres. Il y a Yves-Alexandre Talman en Suisse aussi qui s'était beaucoup intéressé à tout l'éventail d'approches finalement qui transmettent les compétences de base dont on peut avoir besoin pour ce créneau, on va dire, émotionnel, relationnel. Il y a Pascal qui demande, est-ce que l'attachement et la difficulté à changer de croyance, n'est-ce pas la zone de confort? Alors, je pense que la zone de confort, elle est une conséquence de l'attachement. C'est-à-dire que si très tôt, je prenais l'habitude d'être mobile, c'est-à-dire pas de m'attacher à quelque chose et puis finalement, comme l'huître à son rocher, j'y suis tellement collé qu'il faut un couteau pour m'en détacher, ça serait beaucoup plus facile. Mais si très tôt, on ne me donne qu'une façon de croire, qu'une façon de comprendre, qu'une façon de voir, eh bien, je vais forcément m'y attacher et j'aurai beaucoup plus de mal à m'en détacher. Quand je parlais de vivre 1 an à l'étranger, à la période de l'adolescence, ce moment d'ouverture, ce détachement de sa culture pour s'en approprier une autre, le moment où on revient chez soi avec un regard complètement neuf parce qu'on vient de passer 12 mois dans une autre culture, à manger, à vivre, à penser et à parler autrement, ça favorise cette fluidité, cette légèreté. Donc,
Donc voilà, la zone de confort, le confort vient quand on reste trop longtemps au même endroit et qu'on a perdu la mobilité, la fluidité. Et, voilà. Il y a Karine qui dit que la pédagogie par la nature en plein air permet sans doute cette approche spirituelle de l'éducation, où l'enseignant est plutôt un accompagnant qu'un professeur. Alors, ça fait typiquement partie des approches, oui, que je trouve très intéressantes. J'avais rencontré il y a 2-3 ans de ça, comment il s'appelle, Éric Julien, celui qui s'est beaucoup intéressé au Kogi, et je crois qu'il a créé une école comme ça en pleine forêt. Il avait fait une présentation lors d'un congrès transpersonnel à Dourdan que j'avais trouvé absolument passionnante. Oui, pour moi, ça fait partie de ces écoles de demain qui innovent, qui sortent des sentiers de l'éducation classique. Ouais. Il y a Marine Bardonnette qui partage que cette vision que tu exposes pour l'éducation, c'est aussi une vision qui peut être super aidante pour beaucoup de parents et à la parentalité. Ça peut très bien être aussi une éducation à la parentalité. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est parce que je pense que lorsqu'on comprend que son enfant a ces 4 dimensions-là, eh ben, on va veiller en tant que parent à les alimenter, à les nourrir, à favoriser leur déploiement et leur construction, même si l'école dans laquelle nos enfants se trouvent ne leur fournit pas tout ça. Moi, j'ai pu offrir 3 ans ou 4 ans d'école Montessori à mon fils aîné, parce qu'à l'époque, je travaillais en Suisse, je pouvais lui offrir ça de l'autre côté de la frontière. Après, quand je me suis réinstallé complètement en France, c'était plus possible. Mais je me suis pas privé tout au long de leurs années d'école de parler avec eux, d'échanger et de m'efforcer de leur apporter des éléments qui ne leur étaient pas fournis par l'éducation qu'ils recevaient. Il y a Pixie, je ne sais pas si c'est son prénom, qui te demande quel est ton regard sur les écoles de type démocratique. Tu connais? Non, je ne connais pas. Bon. Est-ce que c'est le cas de par exemple, Libres Enfants de Summerhill? Ouais, ben c'est le point c'est la source au tout début. C'est Sudbury, c'est les écoles où les enfants décident d'eux-mêmes de ce qu'ils font et que c'est eux qui décident de leurs apprentissages et qui suivent leur propre chemin. Et les adultes sont juste là pour accompagner cet apprentissage. D'accord. Alors, je connais pas spécifiquement, donc je peux pas avoir un avis précis là-dessus. Quel est ton point de vue comment toi tu vois, quel est selon toi le moyen de changer, de permettre au système éducatif national d'évoluer? Oh mon Dieu, vaste question. Vaste question. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que les parents, il y a une génération de parents qui sont de plus en plus en recherche d'offrir quelque chose de différent à leurs enfants. Comme je disais, d'où la multiplication des sites, des publications, des livres là-dessus. Ce que je vois aussi, c'est que sur l'espace de ne serait-ce des 20 ou 30 dernières années, il y a des petites tentatives d'essayer d'introduire de nouvelles choses. Mais je pense que pour l'instant, la structure qu'on a, elle permet pas de changer les choses du jour au lendemain. Puis c'est d'autant plus compliqué que finalement, ce qu'on oublie aussi, il faut quand même le dire, c'est que des fois, ce sont les parents les premiers à pas vouloir que leurs enfants apprennent autre chose que ce qu'ils ont appris eux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu angoissant dans le fait de tout d'un coup voir ses enfants faire quelque chose qui ressemble pas du tout à ce qu'on a fait, sans compter qu'il y a eu des expériences malheureuses. Moi, je fais partie de ceux qui se sont retrouvés au primaire à faire des trucs avec les ensembles en maths. Enfin, il y a eu des fois des expériences quand même assez loufoques et qui ont amené chez certains parents l'angoisse de dire attends, mais qu'est-ce qu'on va leur apporter? C'est pour ça que j'ai quand même commencé cette conférence en parlant d'une vision, c'est-à-dire d'abord il y a une vision, c'est quoi un enfant, c'est quoi un être humain? On est là pourquoi? Quelle société on veut construire demain? Et en fonction de cette vision de l'être humain et de la société, bien, on va avoir une éducation qui va aller vers là. Mais on peut pas mettre en place demain une éducation qui va être complètement en contradiction avec la vision prédominante qu'il y a dans la société aujourd'hui. Lauriane qui partage qu'elle a lu beaucoup de tes livres et qu'elle a pratiqué la traque du jaguar, qu'elle s'est formée à la communication non violente, au service de l'éducation.
Et pourtant, la pratique pour moi-même et la transmission reste un défi de chaque instant. Ah oui, oui, oui. Moi, je suis très admiratif justement de ceux et celles qui sont dans ce système et qui essayent presque de manière dissidente d'y introduire de nouvelles choses parce que ça demande beaucoup de passion, beaucoup de ferveur pour oser ça, puis pour tenir dans la durée, c'est compliqué, hein. Il y a Anaïs qui semble-t-il, est enseignante, qui dit « Alors, en tant qu'enseignante, je sors du système ?» Je suis bien incapable de pouvoir répondre pour Anaïs. Ce que je sais, ce que je vois d'après les échos que j'ai d'amis qui sont dedans, c'est que je pense qu'il y a une crise qui se vit. Il y a beaucoup de gens qui quittent, qui s'en vont. On en est au point quand même, faut le dire, où l'éducation nationale recrute des profs avec Le Bon Coin, leboncoin.fr. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Dans le numéro de sciences humaines du mois dernier, donc c'est vraiment tout frais, un sondage, je ne sais plus s'il est réalisé par l'INSEE ou qui, disait que 60% des profs dans l'éducation nationale regrettent le choix qu'ils ont fait de leur métier. Et déjà, au bout de 10 ans de pratique, seulement 10 ans de métier, ils sont déjà 40% à le regretter. C'est des chiffres qui doivent vraiment nous amener à nous interroger sur qu'est-ce qui se passe, qui fait qu'à un moment, des gens qui ont souvent fait ça par passion au début ou avec un certain idéal pédagogique d'enseignement, arrivent à remettre complètement en question le choix qu'ils ont fait. Et Anaïs qui continue en disant « J'adore mon métier, c'est les valeurs de l'éducation nationale que je supporte plus. » Ah, Et oui. Anaïs, il y a bon, tu connais Bernard Collot, j'imagine, mais il y a Philippe Nicolas qui est complètement au cœur de l'éducation nationale, qui fait un travail fantastique, qui va être présent demain, et je t'invite à revenir, parce que tu vas voir, au sein de l'éducation nationale, on peut faire des choses incroyables. Il y a des gens qui font des choses incroyables. Ouais. Il y a aussi Mike qui aurait dû venir hier, qui est aux États-Unis, qui est au sein du système, est en train de tout bouleverser, de mettre en place le système, de se servir de tout ce qu'il a appris en Finlande. Et il y a des gens qui, au sein du système, changent beaucoup de choses. Oui, ce que je trouve toujours super courageux, et puis c'est comme ça. Enfin, quand des fois on se dit que les choses ne changeront jamais, j'aime bien rappeler que moi j'ai grandi sous régime, avec la guerre froide, avec l'Union soviétique, et on se disait qu'on verrait ça toute notre vie, et qu'aucun des futurologues, personne n'a prédit l'effondrement du bloc soviétique en 89, mais que n'empêche que ça a fini par arriver, et ça s'est fait à la fois parce qu'il y avait des dissidents, à la fois parce qu'il y a des gens qui, de l'intérieur, ont œuvré à transformer le système. Alors, on peut rêver, on peut se dire qu'un jour, peut-être, effectivement, ce mammouth, ce système qui a bien du mal, non pas à se réformer, mais à se transformer en profondeur pour être en adéquation avec la compréhension qu'on a de l'être humain aujourd'hui en 2022. Qui sait, peut-être que des micro-changements qui se font par-ci, par-là arriveront à un moment à amener une réelle transformation. Juste pour répondre à Anaïs, par rapport à Mike Heinz qui devait partager hier, cet homme qui est un superintendant aux États-Unis, il n'a pas pu se présenter quand il est hospitalisé suite à un empoisonnement alimentaire. Et j'ai pas de nouvelles depuis, j'attends de ces nouvelles. On m'a demandé si c'est possible de le déplacer, mais j'attends. Donc, je vous tiendrai au courant. Okay. Bon, il y a beaucoup de témoignages qui disent que c'est magnifique ce que tu partages. Comment ça se fait qu'on ne puisse pas en entendre parler plus? Que c'est génial. Alors, j'ai vu que les gens faisaient référence à la Finlande, au Danemark. C'est vrai qu'il y a des modèles, et c'est vrai que souvent je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'inspire pas de ce qui se fait ailleurs quand on voit qu'un pays est classé numéro 1 par rapport au système éducatif et puis que la France est en position 14, on se dit peut-être qu'il y a peut-être des choses à apprendre, à apprendre des autres. Mais c'est compliqué. Il y a toutes sortes de réflexes qui font qu'on a du mal à aller s'enrichir de l'expérience des autres. Alors, il y a des choses encore plus pervers. Un de mes amis me disait, je vous le dis comme on me l'a dit,
que, par exemple, le Canada, qui a été très en avance, notamment le Québec, sur l'introduction de tout un tas d'outils pédagogiques pour l'émotionnel et le relationnel, a fini par faire marche arrière. Pourquoi? Parce que les critères d'évaluation qui déterminent le classement des pays, ne prenant pas en compte ce qu'ils faisaient, ils se retrouvaient mal classés. Donc, pour gagner dans le classement, ils sont revenus à des méthodes d'avant. Donc, il y a des espèces d'effets pervers comme ça qui sont bluffants. Voilà. Mais bon. Olivier, tu as parlé de l'éducation, on a parlé des systèmes du coup à la suite. Est-ce qu'il y a, pour conclure, quel est pour toi qu'est-ce qui peut être mis en œuvre par chacun individuellement pour aller dans ce sens-là, sans attendre que les systèmes changent? Je pense que ce qui est mis en œuvre, c'est ce que nous faisons déjà, ce que nous sommes déjà nombreux à faire depuis plusieurs décennies. C'est-à-dire que, quand on parle de nouveaux paradigmes, quand on parle, c'est Yves Michel, les éditions Souffle d'Or, qui avait publié en français le livre sur les créatifs culturels, c'est-à-dire tous ceux qui ont déjà un pied dans soit une autre façon de manger, une autre façon de se soigner, une autre façon de cultiver son jardin, une autre façon de faire de l'économie, de la politique ou d'éduquer ses enfants. On se rend compte que d'après cette estimation qui a déjà au moins 15-20 ans maintenant, il y avait à l'époque pratiquement un quart de la population adulte dans les pays occidentaux qui avait déjà fait un pas dans cette direction. Alors, bien sûr, on aimerait tous que ça aille plus vite, que ça change plus vite, mais je pense que cette accumulation progressive de personnes qui font des choix différents, qui suivent des ateliers, qui lisent d'autres bouquins, qui tentent une autre forme de pédagogie, qui créent maintenant, grâce à Internet, des réseaux de plus en plus riches de personnes qui se soutiennent les unes les autres dans ce changement. Parce qu'il faut voir que autrefois, il n'y avait pas ça. Quand on faisait un changement, on le faisait un petit peu seul dans son coin, éventuellement on trouvait une petite assoce locale. Aujourd'hui, ça permet à des gens de se mettre en lien, de se soutenir à distance à travers ne serait-ce que toute la francophonie, par exemple. Donc, pour l'instant, je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Après, si certains se sentent une mission, se sentent la capacité de monter un projet, celle d'agir au sein même de l'institution dans laquelle ils sont, je pense qu'ils le feront. Mais en tout cas, de se dire que tout ce qu'on fait, même individuellement, même dans sa famille, même à l'échelon local, fait partie de ce qui, à terme, amènera à un moment un changement. Oui, il y a Karine qui dit c'est la parabole du colibri, il y a de plus en plus de colibris sur Terre. Oui. Il nous reste encore 7-8 minutes. 7 minutes. Au moment de terminer, il me revient cette phrase de Gandhi que je connais depuis des années, mais que je cite souvent parce qu'elle m'inspire beaucoup. Gandhi disait: avec le temps, seul l'amour et la vérité finissent par triompher. Voilà. Avec le temps. Voilà. C'est de miser finalement sur le long terme, c'est de se dire des fois, les efforts qu'on fait, les changements qu'on essaie de mettre en œuvre, on n'en voit pas forcément le résultat là, tout de suite, mais c'est de ne pas oublier que rien ne se perd et que tous ces efforts qui sont faits, tous ces moyens d'avancer, de cheminer par quelque chose, s'additionnent dans les champs morphiques de Sheldrake, s'additionnent dans l'invisible, et qu'on ne sait jamais à quel moment sera atteint le point de rupture, le seuil où ces changements-là vont devenir visibles, réels. Il y a Catherine qui demande le nom de Rupert Sheldrake. Sheldrake, ça s'écrit S-H-E-L-D-R-A-K-E, Sheldrake. Il a écrit de nombreux livres, dont un qui s'appelle d'ailleurs L'âme de la nature, qui est magnifique. Un de ses tout premiers qu'il a rendu célèbre au début des années 80, c'était La mémoire de l'univers. C'est vraiment un auteur exceptionnel. Sa théorie des champs morphiques a une portée absolument gigantesque. Moi, je m'y réfère tout le temps. Finalement, Marie-Agnès avait une question, c'est est-ce que l'instruction en famille peut permettre une ouverture suffisante? C'est difficile de donner une réponse universelle à ça parce qu'on est tous différents, que ça dépend des ressources qu'ont chacun. Moi, je pense que ce qu'on fait en famille a beaucoup de portée. Je pense surtout que la première chose, c'est quel exemple on est.
parce qu'on sait qu'au moins jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est pas tellement ce qu'on dit à ces enfants qui a de l'impact que ce qu'on est. C'est-à-dire que si on met soi-même en pratique une éducation intégrale, si dans notre façon de gérer notre santé, dans notre façon de travailler avec l'émotionnel, les sentiments, si dans notre façon de réfléchir, de penser, d'appréhender l'information, les nouvelles, etc., si on est un modèle à ce niveau-là, on sous-estime souvent l'impact que ça va avoir sur nos enfants. Et je dis souvent aux parents qui flippent au moment où leurs enfants deviennent ados, puis apparemment qu'ils envoient tout péter, je leur dis, mais tout ce que vous leur avez transmis, tout ce que vous êtes et que vous leur avez transmis jusqu'à l'âge d'au moins 12-13 ans, vous verrez, ça ressortira, c'est là, c'est intégré, c'est inscrit en profondeur. Merci. Bon, il y a beaucoup de merci, Olivier. Merci. Une conférence très instructive, précieuse, magique. Eh ben, merci en tout cas à tous ceux et celles qui nous écoutent, en incluant tous ceux et celles qui verront ça en replay. J'ai toujours une pensée pour ceux et celles qui sont en replay parce que l'heure à laquelle c'est diffusé ne leur convient pas, mais qui sont malgré tout avec nous d'une autre façon. Merci. Merci, Olivier. J'adore cette vision globale que tu as et cette capacité à regarder les choses globalement et à prendre comme un tout, justement. Et c'est magnifique. J'aime beaucoup cette vision-là. Eh ben, je te l'ai dit au début, mais je te le redis à la fin. Merci à toi, Abel, parce que je sais vraiment quelle quantité phénoménale de travail tu as dû fournir pour que tout ça se fasse. C'est mon service. Et puis, juste après Olivier, ceux qui peuvent rester, il y a Annelieke. Annelieke, elle est hollandaise, elle travaille au Portugal, elle travaille avec les abeilles. Et elle va nous emmener dans le monde de l'abeille. Elle va nous faire un voyage dans le monde de l'abeille et de nous partager comment l'abeille peut nous enseigner beaucoup de choses sur la vie et pour l'éducation aussi. Et donc, c'est juste après, et ça va être en anglais. Donc, on va changer de canal, on va switcher de langue. Voilà. Comment on peut conclure, Olivier? Écoute, c'est ce que j'ai fait un petit peu avec la phrase de Gandhi, avec le temps, seul l'amour et la vérité finissent par triompher. C'est de garder foi finalement dans la somme de tous ces efforts et de toutes ces tentatives de transformation que nous faisons, même dans les moments où leurs résultats ne semblent pas aussi visibles qu'on pourrait le souhaiter, de se dire ça finira par percer, ça finira par advenir et de continuer au quotidien ce qu'on fait dans ce sens-là. Magnifique. Magnifique. Il n'y a rien à ajouter. Je te remercie beaucoup, 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 Olivier. Merci aussi. Et puis, je souhaite tout le meilleur à tous ceux et celles qui nous écoutent ou nous écouteront. Voilà. Et on a juste une petite minute pour boire un coup, changer de langue, etc. Arrêter les enregistrements. Et voilà. Eh bien, à bientôt. À tout de suite. À bientôt. Merci, Olivier. Merci.